Alors, bonjour, chers apprenants. Ce matin, donc, nous allons aborder notre cours de philosophie niveau terminal. Alors, nous allons donc traiter notre situation en partant de notre compétence quatrième qui traite de la situation relative aux conditions de la connaissance. Alors, relativement donc à cette compétence, nous allons donc aborder en leçon 1 la notion du langage et de la vérité. Alors, nous allons donc partir de cette situation d'apprentissage suivante. Avant l'arrivée de leur professeur de philosophie, les élèves de la terminale A, C et D de l'ISCA engagent un débat dont le thème est langage et vérité. Envie de s'accorder sur le lien entre la vérité et le langage, ils décident de connaître les différentes formes de communication, de distinguer les différentes acceptions de la vérité et d'analyser les limites du langage dans l'expression de la vérité. Voici donc notre situation que nous avons présentée. Étant donné que nous avons traité donc de la question du langage et de la vérité, alors nous allons donc partir de cette introduction. La vérité reste encore aujourd'hui une notion délicate. C'est pourquoi, sans doute que dans la classification des notions à étudier, elle vient le plus souvent à la fin de notre programme. Nous retrouverons d'ailleurs dans la sagesse africaine où la vérité ne se dévoile pas à n'importe qui. Elle ne se dévoile que progressivement, ne se dispense qu'à compte-gouttes et ne se dévoile totalement à la fin qu'à celui des apprenants qui aura le plus fait preuve de volonté, de persévérance et manifesté le plus souvent d'amour pour la vérité. C'est l'exemple de Kaïdara, cet énigmatique personnage d'Ompateba, dans l'ouvrage qui porte son nom. Il ne se dévoilera qu'à la dernière page du livre, Amadi, celui des voyageurs, qui aura surmonté toutes les épreuves et montré qu'il est digne de recevoir la révélation de la vérité. Ce qui justifie le cri de l'oiseau au départ du voyage. Et je cite, « Tu le sauras quand tu sauras que tu ne sais pas et que tu attendras de savoir. » Fin de citation. Il faut donc aborder avec circonspection et prudence cette notion de la vérité, en partant donc de cette grande question, à savoir, qu'est-ce que la vérité? Alors, nous allons donc, à partir de cette interrogation, qui va traiter donc de notre grand 1, comprendre les différentes conceptions de la notion de vérité. Alors, dans un premier temps, au grand A, nous allons donner la définition de la vérité selon les scolastiques. Alors, qu'est-ce que les scolastiques pensent de la notion de vérité? Alors, il faut dire que pour les scolastiques, la vérité a plusieurs acceptions
suivant les penseurs, alors c'est ainsi que pour les scolastiques, la vérité désigne l'adéquation de la pensée avec son objet. Alors selon l'auteur Jules Lachelier, qui dans son ouvrage Vocabulaire, technique et critique de la philosophie, Jules Lachelier définit la vérité comme suit, et je le cite dans son dictionnaire. On définit la vérité comme l'accord de la pensée avec la chose. Ainsi, on dit qu'une chose, une affirmation est vraie lorsqu'elle est conforme à la réalité et qu'elle est fausse lorsqu'elle n'est pas conforme à la réalité. Il s'agit ici de la réalité sensible. Je peux voir une porte et considérer que parce que cette porte est ouverte, ce que me présente la réalité des choses, je peux dire que cette chose est vraie ou qu'elle est fausse, selon mon constat, selon ce que j'ai pu observer de cette réalité. Alors, il s'agit ici, donc, comme je l'ai dit, d'une vérité qui porte sur la réalité sensible des choses. Et quand on essaie de voir cette conception classique de la vérité, on se rend compte que cette conception ne sera pas acceptée par d'autres penseurs. On verra donc en deuxième lieu, au grand B, la vérité se présente comme une idéalité. Alors, que dire donc de la conception platonicienne de la vérité? Alors, on retient donc que la vérité chez Platon, comme une idéalité, peut se comprendre à partir de la division de deux mondes. Le monde intelligible et le monde sensible. Alors, le monde sensible est le domaine des apparences, des images, des copies et des réalités sans cesse changeantes. Or, on ne peut fonder aucune connaissance fiable sur les objets sans cesse qui sont en mouvement, en modification. C'est ainsi que pour Platon, le monde sensible, c'est un monde dans lequel les choses ne sont pas stables. Alors pour Platon, seul le monde intelligible, qu'on appelle aussi le monde des idées, est le monde de la vérité. Car c'est là-bas que se trouve l'essence de chaque chose, l'archétype, c'est-à-dire la vérité de chaque chose. Alors la vérité, comme on le voit dans le monde intelligible, le monde d'un humain, est là où Platon pense qu'il y a le vrai. Comparé à l'autre partie, l'autre monde, qui est le monde des phénomènes, le monde sensible, puisque les choses sont dans une dynamique, dans une fluctuation, on ne peut pas donc se fier à cette réalité pour dire que cette vérité, elle peut nous aider à connaître la chose. Alors on pourrait même partir d'un exemple. Moi qui suis là, quand j'avais l'âge de 1 an, 2 ans, alors que j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, n'est-ce pas? Mon enfance, telle que perçue aujourd'hui, ne me permet pas de connaître certaines choses, puisque on va observer que j'ai
connu une certaine croissance, un certain changement dans la forme, dans la morphologie que l'on peut observer à l'heure où je parle et quand j'étais encore plus petit. Donc il y a ce changement-là qui est permanent, qui fait que le monde de nos sens n'est pas un monde qui nous permet de connaître véritablement la chose. Alors donc, Platon va nous faire comprendre qu'il faut élever notre niveau de pensée, de réflexion vers le monde intelligible, vers le monde qui représente les idées. Et c'est pour cette raison que lui va considérer que la vérité du monde sensible n'est pas une chose qui nous permet de connaître la chose, mais plutôt, pour connaître une chose, il faut aller au monde intelligible, le monde des idées, qui est aussi, selon lui, le monde des nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire de cette conception de la vérité chez Platon? La philosophie se définit dans ce contexte comme une marche ascendante vers la vérité. Mais ce critère de la vérité ne fait pas l'unanimité parmi les philosophes. Et c'est le cas, donc, de notre troisième point, c'est-à-dire le grand C, la vérité comme une évidence. Et c'est cette autre conception de la vérité qui va nous révéler, en quelque sorte, que cette idée de Platon ne sera pas aussi acceptée pour laisser place à une autre conception de la vérité. Alors, pour revenir donc à la vérité comme une évidence, il faut dire que c'est cette conception que le philosophe René Descartes va ici essayer de nous démontrer en partant de l'idée de Platon qui ne nous permet pas de connaître la chose en tant que telle dans la réalité. Pour Platon, plutôt pour Descartes, ce qui permet de connaître véritablement une chose, c'est que cette chose, pense Descartes, elle doit être claire, distincte et évidente. Alors, c'est ce critère de vérité qui repose fondamentalement sur l'évidence, selon Descartes, comme je le dis, est selon lui le seul critère possible qui nous conduit à cerner la notion de vérité. Alors, l'évidence est le caractère de ce qui s'impose tellement comme vrai qu'il est quasiment impossible de le remettre en cause. L'exemple suivant que nous avons donné, le tout est plus grand que la partie. Le tout étant plus grand que la partie, c'est une vérité et on pourrait dire que c'est une évidence. Elle est évidente en ce sens que le tout, comparé à la partie des choses, ne peut qu'être une vérité qui s'impose à notre esprit. Elle est claire et on ne peut pas donc la nier ou la remettre en cause. Chez Descartes, donc, l'évidence est un signe infaillible du vrai. Malheureusement, ce critère ne retient pas aussi l'attention des pragmatiques, pour qui le critère de vérité est plutôt basé sur ce que nous allons voir au grand D, la vérité comme ce qui réussit toujours. Alors, c'est donc cette conception de la vérité qui repose sur le pragmatisme. Alors, cette conception de la vérité qui repose donc sur le pragmatisme va être une conception qui sera développée par le philosophe William James,
Alors pour lui, pour ainsi dire, pour les pragmatiques, la vérité est intimement liée à la raison, elle est surtout liée à l'action. La vérité se définit par ses conséquences pratiques et pour eux, le vrai se caractérise par son utilité. En d'autres termes, ce qui réussit toujours est ce qui est vrai et ce qui est utile et ce qui est avantageux est aussi ce qui est vrai. Et si une idée vraie est une idée utile et une idée non utile n'est donc pas vraie. Alors, pour les pragmatiques, qu'est-ce qu'il faut donc ici retenir? Il faut dire que pour les pragmatiques, tout ce qui réussit peut être considéré comme une chose vraie. Et la vérité, donc, va reposer donc, sur la réussite, sur le succès. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire après ces différentes conceptions de la vérité? Alors, on peut donc retenir ceci, que la vérité a plusieurs conceptions, elle a plusieurs définitions. Ainsi, la vérité d'une époque ou d'un penseur n'est pas forcément celle de l'autre époque, ou celle de l'autre, ou celle d'autres penseurs. Alors, c'est certainement pour cela que certains vont conclure à la relativité donc de la vérité. Alors, le grand E, qui aborde donc la question de la relativité de la vérité, va nous révéler que la vérité sera donc comprise ou admise comme une chose qui va dépendre de celui qui va apprécier, qui va juger de cette chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Dire que la vérité est relative, cela signifie que la vérité dépend des circonstances, des lieux et des individus. Cela signifie qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il n'y a pas une seule norme du vrai. Alors certains pourraient en conclure que la vérité absolue n'existe pas, puisqu'elle devient ici une vérité qui est relative à chacun. Alors on peut donc citer Spinoza dans Éthique, lorsqu'il dit ceci: autant de têtes, autant d'avis. Autant de têtes, autant d'avis. Chez lui, par exemple, la beauté, alors je le dis bien, chez Spinoza, par exemple, la beauté n'est pas dans l'objet regardé, mais plutôt dans le regard de celui qui regarde cet objet. Je reprends cette partie. Pour Spinoza, la beauté n'est pas dans l'objet regardé, mais dans le regard de celui qui regarde. Et comme lui-même le dira, ce n'est pas parce qu'une chose est belle qu'on la désire, mais c'est parce qu'on la désire qu'on dit qu'une chose est belle. Donc dans la chose qu'on juge belle, en réalité, il s'agit de celui qui porte son regard sur la chose, qui se fait une idée de cette chose au préalable, qu'il considère comme belle. Et donc, cette façon d'apprécier, de juger la réalité est une chose qui reste dans l'esprit de celui qui porte son regard sur la chose, de sorte que, ici donc, la vérité serait comme une notion relative. Alors, pour revenir donc à la notion de vérité, on pourrait donc dire, dans une certaine mesure, que
qu'il n'y a pas de vérité qui s'impose à tous. Chacun a sa vérité. C'est pourquoi, au lieu de dire la vérité, il est plutôt aisé de parler des vérités. On ne dira pas la vérité ou une vérité, mais il faut parler de vérité, des vérités. Comme quoi, la vérité elle se rapporte à chaque individu, à chaque personne. Alors, c'est l'homme qui décide qu'une chose soit vraie ou qu'elle soit fausse. Donc, c'est dans l'esprit, dans la pensée de celui qui porte la chose vraie ou qu'elle n'est pas, il faut voir le sens de la vérité et non pas dans la chose en tant que telle. Alors, on peut donc rappeler cette pensée de Protagoras, qui est un sophiste, qui disait ceci: l'homme est la mesure de toute chose. Comme quoi, la notion de vérité est une notion qui se rapporte à chaque individu. Ainsi, avant son jugement, on ne doit rien lui imposer comme vrai. Alors, pour les sophistes d'ailleurs, la morale n'a aucun fondement absolu. Ce n'est qu'un ensemble de conventions humaines. Et c'est pour cette raison que Nietzsche s'attaque au caractère absolu de la morale qui, pour certains, a une origine divine. Alors que Dieu lui-même est mort. Et donc, la morale ne peut pas donc venir ou provenir de Dieu. La vertu, donc selon, comme dit Nietzsche, la vertu doit être notre création la plus personnelle dans le besoin. Alors, à la suite donc de cette relativité sur la notion de vérité, on peut donc se demander qu'en est-il de la relation de la vérité et du langage. En d'autres termes, est-ce que le langage peut traduire la vérité que nous pensons? En d'autres termes, cette interrogation, est-ce que le langage peut traduire fidèlement notre pensée? Alors, ici nous abordons donc le grand 2, qui n'est rien d'autre que la vérité et le langage. Alors, en grand A, nous allons partir de la définition du langage, puisque nous avons traité longuement de la vérité. Alors, qu'est-ce que le langage? Alors, grand A, comme définition que nous pouvons ici proposer, le langage se définit comme l'ensemble des signes ou des symboles servant à la communication ou à l'échange. Par exemple, le feu rouge est un langage nous montre que le rouge est le signifiant, et le signifié ici n'est rien que l'arrêt des véhicules et le passage des piétons. Donc, à travers le langage du feu tricolore, le signifiant nous dit-on, en considérant que nous sommes au rouge, tout de suite, il faut comprendre à travers cette couleur, cette expression du langage rouge que il faut que les véhicules s'arrêtent et que les piétons traversent la voie, qui est ici le signifié. Alors, il est clair que le langage peut être considéré comme un système qui nous permet donc d'échanger, de communiquer. Alors, à partir donc de l'exemple du feu tricolore, on peut donc retenir qu'en tant
en tant que moyen de communication, le langage semble être commun aux animaux et aux hommes, puisque les animaux, eux aussi, communiquent, échangent entre eux. Alors, il est clair ici que, en partant donc de cette définition du langage, on peut donc considérer que le langage est le corps des vivants, des êtres vivants. Mais, cela signifie-t-il qu'il existe un langage animal? Alors, à partir donc de cette interrogation, nous allons donc aborder le grand B